situation en France sur la question de la pauvreté du mal-logement. C'est quand même près de 9 millions de pauvres dans notre pays, 1 million de plus en 10 ans, 4 millions de personnes mal logées, avec sur certains de ces indicateurs de mal-logement de grosses inquiétudes. Par exemple, une augmentation de 50% en 10 ans du nombre de sans-domicile fixe dans notre pays. Ça veut dire que sur ces deux sujets, on est en échec. On n'a pas su enrayer la spirale des exclusions. Bien au contraire, on a laissé s'accentuer des phénomènes d'extrême urgence, de personnes à la rue, de personnes qui n'ont rien ou qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et puis on sait aussi que, parallèlement, les catégories classe moyenne inférieure, les catégories modestes, sont encore plus fragilisées qu'aussi une dizaine d'années, avec le phénomène des travailleurs pauvres, qui fait que on n'arrive pas à joindre les bouts, on fait des arbitrages entre les dépenses de santé, d'alimentation, donc toutes ces dépenses qui sont essentielles pour nos concitoyens et pour lesquelles aujourd'hui on n'arrive pas à faire des arbitrages satisfaisants. Mais c'est la société dans son ensemble qu'il faut recentrer sur la question sociale. C'est-à-dire que les inégalités se creusent, les 5-10% de la population ont un patrimoine qui augmente sensiblement, quand les très défavorisés, voire les plus pauvres parmi les pauvres, s'enfoncent un peu plus. C'est vraiment la question de la redistribution qui est en question, c'est la question de la fiscalité, pour pouvoir apporter des réponses, des mains tendues à tous ceux qui sont en situation de souffrance dans un pays qui quand même est riche. Il faut vraiment qu'on mène une bataille forte pour faire prendre en compte cette priorité absolue de la lutte contre la pauvreté, de la lutte contre le mal-logement et de la lutte contre les inégalités. Aujourd'hui, c'est aussi un grand plaisir de faire le constat sur une campagne qu'on va mener contre le nucléaire et pour les énergies renouvelables, parce que c'est une campagne qui est extrêmement importante aujourd'hui. Extrêmement importante parce que la France, avec ses 58 réacteurs nucléaires, est le pays le plus nucléarisé au monde. Donc on est un espèce d'ovni dans le monde avec autant de réacteurs. Et vous le savez, récemment, le gouvernement, avec le gouvernement qu'on a décidé de renoncer à la réduction du nucléaire de 50% d'ici 2025. Il n'y a aucune aujourd'hui éolienne offshore en France. Alors pourquoi? Parce que c'est une question intéressante. Pourquoi? Eh bien parce qu'on met tellement d'argent pour essayer de rafistoler ces centrales qui sont complètement vieillissantes qu'on n'investit ni dans la recherche, ni dans le développement de ces énergies alternatives. Donc le nucléaire aujourd'hui freine le développement d'énergies alternatives. Donc c'est pour ça qu'à la France Insoumise, nous sommes les raisonnables quand nous disons qu'il est urgent de sortir du nucléaire. Donc pendant la campagne que nous mènerons, nous irons rappeler aux oligarques que la transition énergétique n'est pas un sujet uniquement technique, c'est ce qui donne du sens au projet collectif de notre peuple. Et nous allons ensemble l'atteindre, c'est l'horizon de notre époque. Merci beaucoup. Et effectivement, il est, comme tu disais, très urgent d'engager cette transition écologique. Il est urgent aussi de lutter contre la pauvreté dont on parlait juste avant. Et ça tombe bien puisque le troisième thème, vous l'avez dit déjà, de campagne, c'est celui de la lutte contre l'évasion fiscale. Et quelque chose me dit qu'il pourrait y avoir un lien. Et que si on luttait mieux contre l'évasion fiscale, on lutterait mieux contre la pauvreté et pour la transition écologique. Et donc maintenant, c'est Lim Wangnok qui va venir nous parler, nous éclairer pour le constat sur cette évasion fiscale. Lim, c'est à toi. La fraude et l'optimisation fiscale, aujourd'hui, c'est combien, Charlotte? C'est 100 milliards 100 milliards d'euros de fraude, d'évasion et d'optimisation fiscale. 80 milliards pour la fraude et 20 milliards pour ce que l'on appelle l'optimisation fiscale. Alors, la Commission européenne doit nous sortir une liste des paradis fiscaux, une liste noire, le 5 décembre prochain. Et, alors quels sont les critères qu'ils vont utiliser? Ils vont tout simplement recouper les listes qui existent dans les 28 États membres. Et dans ces listes, on peut se demander, ma chère Charlotte, pourquoi il n'y a pas le Luxembourg? Pourquoi il n'y a pas l'Irlande? Pourquoi il n'y a pas les Pays-Bas? Pourquoi il n'y a pas Chypre? Et pourtant, ces 4 pays, eh bien, ils obéissent bien à la définition retenue par l'OCDE de ce qu'est un paradis fiscal. Un paradis fiscal, c'est 4 critères très précis. C'est un taux d'imposition insignifiant, c'est un manque de coopération dans l'échange d'informations,
c'est un manque de transparence législative et administrative, et c'est la présence limitée d'activités non financières. Bonjour, je m'appelle Aline, j'ai 43 ans. Je suis futur ex-professeur des écoles en instance de reclassement dans l'administration. Et j'en dirai pas plus. Donc je voulais aborder le sujet des énergies renouvelables. J'habite à quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, dans le Cher, dont le premier réacteur a 30 ans et le deuxième 29. Cette centrale a été mise en surveillance renforcée depuis le 13 septembre 2017 par l'ASN, donc l'Autorité de sécurité nucléaire, à la suite du constat en 2016 d'une hausse du nombre d'événements significatifs, en particulier ceux ayant pour origine un défaut de surveillance dans la conduite des réacteurs. L'ASN a également relevé plusieurs défaillances d'EDF dans l'identification des anomalies affectant certains équipements importants pour la sûreté et une dégradation de la qualité des réponses qui lui sont fournies, ainsi qu'une réactivité insuffisante de l'exploitant. Une inspection de contrôle aura lieu en 2018. Et en fait, l'ASN a convoqué le directeur de la centrale et lui a donné un plan d'action. Donc cette centrale n'a que 30 ans. Et en fait, moi, je suis originaire de la région, je l'ai presque toujours connue. Et comme d'autres, des carences d'entretien, de surveillance, d'analyse des anomalies sont constatées. Les centrales nucléaires en France font partie intégrante non seulement dans le paysage, mais aussi dans la tête des Français, comme si elles avaient toujours existé. Moi, c'est ce que je ressens, en fait. C'est même presque un tabou que de parler de la dangerosité de celle-ci et d'aborder le sujet des énergies renouvelables. D'ailleurs, pendant la campagne, sur un marché, pendant un tractage, il y a un monsieur qui m'a dit « Mélenchon, il est complètement à côté de la plaque avec l'écologie ». Alors là, bon, c'était un peu choquant quand même, après avoir discuté. Lui, en fait, il ne se sentait pas du tout concerné par la protection de l'environnement, le fait qu'on pouvait faire autrement, et la protection de la santé. Alors, je vais juste faire une petite aparté comme ça, pour dire que je pose une question. Est-ce que c'est lié radioactivité, et problème de thyroïde? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'air qui fait que... voilà, parce que je ne sais pas si vous connaissez la maladie de Hashimoto, donc j'en suis atteinte. C'est un dérèglement en fait de la thyroïde. C'est les anticorps antithyroïdiens qui détruisent la thyroïde. Donc je lance ça. Si quelqu'un, à un moment donné, pouvait répondre là-dessus, je ne sais pas. Donc à voir. Moi, je trouve que les Français, ils ont besoin d'informations concernant les énergies renouvelables. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont franchement pas au courant, parce que ce monsieur, justement, qui me répondait, il me disait, comme si ça n'existait pas. Comment on fait s'il n'y a plus de centrales nucléaires pour pouvoir se chauffer, pour pouvoir s'éclairer? Tout ça, c'est utopique, c'est pas du tout réaliste. Donc à la limite, il faudrait qu'on sache pour tel ou tel réacteur, je pense que c'est calculable, par rapport à la production d'énergie que le réacteur peut produire, combien est-ce qu'il faut d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques, etc., pour pouvoir évaluer, en fait, et que ce soit donc plus réaliste. Mais c'est une volonté politique, et par cette campagne d'action de la France Insoumise, nous ferons pression sur monsieur Nicolas Hulot, pour qu'il se décide à fermer au plus vite les 19 réacteurs les plus anciens. Faut-il attendre qu'une centrale nucléaire soit hors de contrôle pour commencer la transition énergétique? Merci.